Bienvenue dans Queplan, le podcast sport extrême qui traite de l'envers de nos aventures, expériences sur YouTube avec des invités d'exception. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Antoine Méo, champion d'enduro, pilote du Dakar. On va parler plus en détail de tout ça. Mais dans un premier temps, les nouvelles du front. Qu'est-ce que tu as bricolé dans ce dernier mois, Clément ? Déjà juste nouveauté podcast, Ouais. On a enfin des vrais micros, C'est on vrai. a galéré pendant longtemps, donc là t'inaugures un nouveau setup, donc, ok, d'accord, cool. on commence bien. Très heureux de t'avoir. Pour ceux qui sont pas forcément moto, rassurez-vous, on va pas parler que moto, évidemment, on va en parler, c'est sa carrière, mais on aime bien montrer les ponts entre nos sports extrêmes et d'autres sports extrêmes et voir en fait qu'il y a beaucoup de similitudes sur l'entraînement physique, le mental, dépassement de soi, etc. Vous avez l'habitude maintenant. Niveau nouveauté, là on est actuellement à l'Enduropal du Touquet, on fait la course demain, donc on aurait aimé débrief sur l'enfer qu'on va vivre, mais ce sera que demain. Vous, ce podcast est sorti bien après, sûrement fin mars. Donc on vous tiendra au courant évidemment sur les autres réseaux de comment ça s'est passé. Il y a eu une vidéo YouTube. Au moment où sort ce podcast, la vidéo sera déjà sortie. Et Antoine, du coup, qu'est-ce que tu bricoles en ce moment ? C'est quoi tes news ? Où t'en es ? Je travaille sur une moto avec Ducati, ça prend beaucoup de temps. On a commencé très tôt la reprise du travail. Mais voilà, mois de janvier, très pris par le test et beaucoup de roulage moto. Ouais. Et donc en gros, la Desert X, c'est un trail et tu l'as rendu encore plus enduro avec le mode rallye, c'est ça que vous avez développé avec Ducati. Ouais, mais on a déjà, fait, juste la question, moi, c'est en tant que... Tu vois, moi, je suis vraiment pas dans le milieu de la moto. Et du coup, la question que je me pose, c'est déjà, qu'est-ce que... Un trail ? qu'est-ce que... C'est quoi le travail exact, concrètement, ce que tu fais pour améliorer une moto ? C'est tu la prends, tu la massacres, tu vois ce qui marche pas ? Non, en fait, tu pars avec la moto et de suite, tu vois que la moto a un potentiel. Mais qu'en fait, on est bridé parce qu'on n'a pas fait un bon choix de suspension, parce qu'on n'a pas fait le bon choix de composants. Et tu dis, putain, en changeant ça et ça, on peut upgrader la moto, aller plus loin. Et après, c'est le retour des clients aussi. Tu vois, maintenant, ça fait 2 ans qu'elle est dans le commerce. Pas mal de clients nous ont dit, ouais, mais moi, j'aimerais partir là-bas, faire ci, faire ça. Et la première version n'était pas aboutie pour faire ça. Du coup, on a travaillé 1 an et demi pour le faire. Et on l'a présenté le 20 janvier au Maroc. Donc, je suis parti là-bas pour faire 2 jours de moto avec des journalistes. C'est super. Et leur faire Énorme. découvrir les possibilités de la moto. Et non, c'était cool. Ouais. La réaction aussi, très important. Ouais. Tu sais, le feedback des gens américains, c'est beaucoup de marchés différents, tu vois. Donc, en fait, c'est cool d'avoir des bons feedbacks, ouais. Carrément. Et là, maintenant, tu nous as coaché sur la Red Bull Sensation à l'Enduropal du Touquet. Voir qu'on était un tout petit peu moins nul. Tu as peut-être un peu plus d'espoir. Bien progressé. Tu lui as mis la pression parce qu'en fait, il est parti. Premier tour, il arrive devant moi dans les premières bosses par terre. J'ai dit, la progression est fulgurante. Ah, mais vraiment, en plus, on a fait en 2 fois des tours, donc on n'était pas tout de suite avec toi niveau atelier, Ouais. donc on a fini par toi. Et vraiment, je dis pas ça pour me défendre, mais au moment où on a fait les tours où tu étais là pour nous coacher, genre c'était vraiment mes pires tours de... Genre j'ai mieux roulé sur la demi-heure d'avant. Et là, ouais, franchement, j'étais trop en pression sur la moto. En fait, il faut J'ai les dire bras que encore pétés aujourd'hui, ce matin, un petit peu, tu vois. Il faut Clément, te faire masser ce soir. Hein. Ouais. Demain, ça va être dur. Clément a quand même triplé son nombre d'heures d'expérience dans l'année passée parce qu'on a pas mal roulé. Il y a eu quelques courses de Baja. Vous avez vu, je le dis bien, Baja, parce que j'ai dit Baja pendant des années avant de me faire démonter. Et donc, même sur les derniers entraînements, tu mettais pas mal de gaz. Tu étais bien serein sur nos terrains de sable là-bas au Portugal qui sont super différents de la plage du Touquet. Et du coup, tu es arrivé en mode je vais tout démonter, ça va être trop bien. Ouais, en fait, je suis arrivé trop serein, Ouais. parce que vraiment, chez nous, je roule vraiment bien sur le sable. Et là, je me suis rappelé que le Touquet, c'est le Touquet, et que c'est un sable particulier, et ça n'a rien à voir, quoi. Mais je Donc, ça pense m'a que fait bizarre, ouais. tu sais, c'est exactement ce qu'on a discuté hier. C'est que chez toi, en fait, tu as trouvé la technique. Mhm. Comment, en plus, vous devez avoir un sable beaucoup plus sec, il pleut moins souvent. Ouais. Du coup, vous arrivez à surfer, comme on dit, dessus. Ouais. Et en fait, là, tu te retrouves sur un sable qui est lourd, on appelle ça. Donc, tu as vu, il creuse, il fait des ornières. Les ornières te dévient beaucoup ta trajectoire. Ouais. Et du coup, en fait, un peu le stress, la pression, la nervosité, le froid, tu te crispes mal Ah, au mais bras, horrible. tu respires plus, de la buée à la lunette. Oui, j'ai eu ça, ouais. C'est vrai que j'ai un moment, je regarde rien parce que j'avais trop chaud au visage. Mais après, la première année, tu fumais. Donc, il y a eu une progression, Oui. même calorifère. Tu vois, en termes de température, t'es un peu moins que l'année dernière. Est-ce que c'est possible de surfer le sable du Touquet ? Oui. Faut être juste super rapide, quoi. En fait, il faut en manger, il faut s'adapter un petit peu au sable. Ce qui est impressionnant, c'est que les gens, tu leur dis, c'est pas le même sable. Ils disent, mais à la plage, c'est tout. Le sable, c'est tout pareil. Mais en fait, non. Tu vois, par exemple, au Sgor, c'est un gravier très grossier. Ok. Et du coup, ça porte pas du tout. Tu vois, c'est une catastrophe. Mais ici, non, il faut pratiquer un petit peu, il faut changer sa position. Et je pense que
c'est un peu comme vous, certains obstacles, ils ressemblent à d'autres, mais c'est pas pareil. Ouais. Et en fait, pour les monter, il faut se positionner différemment et trouver le bon équilibre, en fait. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ta carrière, ton parcours, ton palmarès aussi, parce que tu en as fait des courses. Moi, j'ai lu sur Internet que tu as commencé ta première compétition en moto à 4 ans. Ouais. Catastrophe nationale. Mais c'était quoi la moto? Il y avait des motos à ce moment-là? Honda 50. Ouais. Il y avait des motos. Mon père passionné boulanger, immigré italien. Le moteur dans le sang, tu vois. Donc ils m'ont mis relativement tôt sur une moto. Première course, une catastrophe. Peur du départ, je suis parti dernier. J'ai laissé partir tout le monde, je suis parti après. J'adorais ça. Mais dans les courses, en fait, gros problème, ça marchait pas. Là, tu sais, j'étais super bon à l'entraînement et le jour des courses, la pression, ce que tu veux, mais j'étais pas là. Au grand désespoir de mon père, il pétait les plombs, mais un truc de fou. Il dit, mais à l'entraînement, tu roules grave. Est-ce que tu as commencé l'entraînement à 2 ans du coup? En fait, on peut pas appeler ça de l'entraînement, mais tu vois, on habite à la campagne, mes grands-parents sont agriculteurs. Depuis l'âge de 4 ans, moi, je fais ma vie de liberté, en fait. Ce que je m'aperçois avec mes enfants, c'est que la moto, quand tu habites à la campagne comme nous, c'est l'évasion, la liberté. Moi, mon gosse, il met son casque, il prend sa moto, il va voir les voisins, il va faire... Tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter, me dire un enfant de 4 ans faire de la moto et tout, mais c'est stylé en vrai, c'est une vraie liberté. Ouais. Moi, il lui reste 12 mois concrètement avant de commencer l'entraînement, là, tu vois. Ouais, c'était, comment te dire... ça dépend aussi du gabarit, tu vois. Mon premier garçon, 5 ans... avant qu'il ait un peu l'équilibre correctement, parce qu'il était un peu chétif, tu vois. Là, le deuxième, c'est du plomb. Il n'y aura aucun problème. Mais bon, bref, voilà, ma carrière a commencé comme ça. J'ai eu un petit déclic vers 12 ans, où j'ai passé un step. J'ai commencé à rouler presque à l'entraînement comme en course. Et là, j'avais 12 ans. Mon père, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ça se décide maintenant. Ah ouais. Mais tu vois, ça reste une image très forte de ma carrière parce que j'en ai voulu pendant des années. Parce que tu sais, en fait, on dit carrière de moto, c'est top et tout. Mais en fait, on ne se rend pas compte de la violence du haut niveau, de la violence de la réalité. Tu sais, blessure, 2 ans d'affilée, pas de résultat, licencié, plus de teams qui te veulent. Parce qu'en fait, tu es souvent blessé, tu as un potentiel, mais les gens ils disent on va miser sur lui. Mais en fait, s'il ne fait pas de résultat, on le prend. Tu vois, c'est... Ouais, c'est dur, hein. Et du coup, mon père, ce jour-là, il me dit à partir d'aujourd'hui, on va travailler. Et moi, un peu inconscient, je dis ouais. En fait, lui, il m'a mis direct face au mur et face à la réalité à 12 ans, tu vois. Ouais. Mais ton père, il a une formation de motard, boulanger. Entraîneur, juste boulanger. mais il avait déjà la notion, que c'est quand même fort, parce que là, t'as quel âge aujourd'hui? 39 ans, mais en fait... parce qu'à cette époque-là, c'était quand même rare d'avoir la conscience de se dire on peut peut-être faire une carrière. On va pousser, enfin tu vois, je trouve que c'est engagé pour cette époque-là, d'avoir la présence d'esprit de se dire à 12 ans c'est maintenant ou jamais pour commencer une carrière, tu vois. Alors si j'ai un paramètre que j'ai oublié de vous expliquer, c'est qu'il y avait un champion du monde qui habitait dans notre village, qu'on connaissait, qu'on côtoyait, il venait une fois par semaine, et c'est surtout qu'en fait tous les mercredis et tous les samedis j'allais rouler avec lui, et en fait c'était un petit gabarit, tu vois, quand j'avais 12 ans il prenait ma moto, il partait, il faisait un temps de référence, il me disait, tu vois, aujourd'hui, le meilleur pilote en 80, il roulerait comme ça. Et c'est génial. Ouais. Après, voilà, ce qu'il faut que vous calculiez, c'est que moi, progression hyper rapide. Mon grand-père a été malade en Italie, donc on est parti 1 année en Italie pour s'occuper un peu de la famille, tout ça. Du coup, j'ai fait une saison en Italie. J'avais 13 ans, et pour rouler en 125, il fallait avoir 14 ans. En Italie, à cette époque-là, même encore aujourd'hui, je pense que tu peux refaire des papiers. Donc on a modifié un peu des papiers, j'ai pu rouler en Italie avec une licence et tout, nickel. Énorme. En 3 ans, je suis passé de sport-études moto à pilote d'usine en Hollande, habiter là-haut. Tu vois, ça a été super violent et pas encadré. Ok. Et du coup, je me suis cramé les ailes parce que gros potentiel, grosse vitesse. Et là, en fait, j'étais au bon endroit, pas au bon moment. J'ai voulu changer d'endroit, donc changer de team, de marque de moto. Et mauvais choix, et là après 2 blessures d'affilée, et là en fait tu passes du prodige qui peut faire des miracles à plus de team. Il faut trouver un travail. Ouais. Et j'ai rebondi en enduro, c'était un peu plus ma nature.
Même si en cross, j'avais un très gros potentiel, parce que j'ai été champion d'Europe de supercross et j'ai fait des beaux résultats. Mais du coup, j'ai rebasculé en enduro, qui est une autre discipline, qui me convenait beaucoup mieux. Plus de liberté, un peu plus côté balade que... Ouais, plus de liberté, plus respect de la vie, moins athlétique. Okay. Donc j'ai commencé à découvrir un peu la bière, à manger un petit peu, alors qu'à l'époque je faisais la diète à mort. Il y a vraiment cette dichotomie de crossman ultra sportif et enduro fêtard. Différent. Okay. En fait, saveur de la vie. Je veux dire, un enduriste, il est capable de s'entraîner 4 fois plus qu'un pilote de motocross. Okay. Mais par contre, tu sais la différence entre rugbyman et joueur de football, c'est à peu près la même chose, tu vois. Okay, ouais. Tu vois, un pilote de motocross, en fait, c'est routinier à mort. Il arrive sur son circuit, il fait ses 2 manches de 40 minutes à la minute près, il remballe sa moto, il s'en va. Toi, en enduro, en fait, c'est complètement différent. Tu choisis des spots, tu pars dans la nature, comme tu dis, tu vas travailler des endroits spécifiques et tu rates pas leur passer, quoi. Des fois, tu peux passer sur un spot 3 heures comme 6 heures à travailler la même chose, quoi. C'est marrant parce que ça rejoint beaucoup le parcours, justement, où, pareil, nous, c'est pas un truc où tu vas sur ton spot, tu fais 20 fois tel mouvement, 20 fois celui-là, tu pars. C'est plus, tu passes une journée, une après-midi entière à un endroit et tu fais, en fait, tu comptes jamais tes répétitions, mais peut-être qu'à la fin de la séance, tu as fait 100 fois ce mouvement, 400 fois celui-là. C'est pour ça que, tu vois, moi, je suis pas du tout motard et c'est pas du tout mon univers. Mais ce que j'aime dans l'enduro, c'est qu'il y a ce côté un peu comme avec le parcours où, en fait, tu as des endroits qui sont pas prévus pour à la base. Et toi, avec ton regard, tu vas détourner ça. Parcours enduro, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a un sport qui utilise le corps humain, l'autre qui utilise un corps plus un véhicule. Mais c'est vraiment ça, c'est improviser, s'adapter au terrain. Chaque terrain est différent. Et tu feras jamais le même franchissement de la même manière 2 fois de suite. Non, et c'est ça qui est cool, quoi. Il y a beaucoup d'instincts, finalement, qui parlent, quoi. Et puis tu t'entraînes relativement plus facilement. Tu sais, moi, j'habite à la campagne, donc en moto, en cross, du moins, tu es obligé de prendre le fourgon, aller sur un circuit, travailler tes trucs. Et là, en fait, en enduro, tu prends ta moto, tu vas rouler, quoi. Ouais. Moi, ma famille a beaucoup de terre, donc j'avais des spéciales un peu partout. Et du coup, ça a beaucoup changé ma vie. Et puis, l'aspect de la compétition aussi, différent. Je vous ai expliqué que quand j'étais petit, j'avais un gros blocage à la compétition. Et c'est vrai que l'enduro, ça m'a vraiment libéré. Là, j'ai franchi des paliers. J'ai su m'entourer aussi. Tu sais, on parle souvent, en fait, dans une carrière, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Et ouais, j'ai eu la chance de faire les bons choix par la suite. Tu vois, les premiers choix ont été difficiles, mais les deuxièmes ont été bien meilleurs. Et du coup, ton palmarès en enduro, en quelques mots, comment on pourrait le résumer ? Moi, j'ai décroché quelques titres de champion du monde. Modeste, les gars. Non. De 2010 à 2015, tu as quand même tout remporté chaque année, quoi. Faut quand même le... Ouais. Pendant la course, il y a des périodes de ravitaillement. Et comme je vous ai expliqué, avec le mécano et l'entraîneur, pendant la course, tu te bats pour la journée, pour la victoire. Et en fait, tu réfléchis à ce que tu vas acheter pour le barbecue le soir. Je te promets, moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais en fait, j'ai plus ma place dans ce sport. Parce que c'était devenu trop facile. Et du coup, tu n'as plus le goût. J'ai eu des adversaires coriaces. J'ai eu envie de changer un peu de sport. Donc, ça t'amène au rallye, c'est ça ? Ça m'amène au rallye. J'avais fait la promesse à mes parents de jamais... entre-temps, il y a eu le Touquet quand même. Le Touquet, c'était un gros challenge. C'est Red Bull, en fait, qui m'a amené au Touquet. Olivier Ogiro, il me dit, voilà, écoute, on a beaucoup d'athlètes Red Bull en enduro. On aimerait travailler avec toi, mais il faudrait que tu te démarques. Je dis, bien sûr, on va trouver des solutions. Il me dit, j'ai vu que tu roulais bien en cross dans le sable, tu voudrais pas faire l'enduro du Touquet ? Moi, grosso modo, ma dernière course en cross dans le sable, c'était 2006-2007. Là, on était 2012. Je dis, écoute, je peux pas vraiment te répondre comme ça. Il y a une course au mois d'octobre à Berck. Je vais faire la course et je te tiens au courant. Et en fait, chez KTM, on n'avait pas de moto prévue. Donc, je prends la moto de mécano, suiveur, qui avait déjà énormément d'heures. Et je fais la course de Berck. Et en fait, j'ai vu que ça revenait très vite, que le feeling était là, que je me sentais bien. Donc je crois que j'avais fait 8e de la course, parce que j'avais des problèmes, le moto chauffait, le silencieux prenait feu, tu vois, un peu des galères. Ta moto prend feu pendant que tu roules, tu veux dire ? Non, mais tu sais, en fait, j'avais un silencieux d'enduro pour les normes d'enduro, et beaucoup bridé. Et en fait, le pot d'échappement, il consumait à l'intérieur, et ça faisait fondre la plaque en plastique tellement que ça chauffait, tu vois, c'était un peu compliqué, quoi. La moto, en fait, elle n'était pas du tout prévue pour ça, quoi. Et KTM, je leur avais pas vraiment dit ce que j'allais faire. Mais tu l'as fini quand même. Ouais, non, mais j'ai fini. C'était des manches et tout, fracassé. Et par contre, j'avais fait voir des choses en 3e manche de fou. Tu vois, j'avais doublé Mousset qui se battait pour la victoire. Et du coup, je rappelle Giro. J'ai dit, écoute, ouais, c'est bon, je pense que je peux gagner le Touquet.
Et là, il me dit, mais tu te fous de ma gueule, t'as fini 8e. Je dis, bah ouais, je vais gagner le Touquet. Et là, il me dit, mais toi, t'es complètement taré. Et du coup, il me dit, ah, c'est bon, on va le faire. Et en fait, on est parti sur ça. Et en même temps, KTM a commencé à me titiller avec le Dakar. Et ouais, j'étais pas ouvert d'esprit à ce moment-là pour ça. Mais non, c'était relativement marrant. Tu vois, ils m'ont dit, rendez-vous à tel endroit pour faire des essais. Et quand je suis arrivé, c'était la moto de rallye et navigation. J'ai pas kiffé la moto. Quoi, si, la moto était incroyable, mais j'ai pas kiffé de rouler avec parce que c'était en Espagne. Mais par contre, le paramètre navigation, réfléchir, calculer, de ouf. Voilà, je suis rentré, j'ai dit putain. Nouveau sport, quoi, nouvelle vocation. Ouais, remise en question parce qu'en fait, tu repars à zéro, il faut apprendre le sens de l'orientation, la distance, les notions, tu vois. C'est sûr que From, tourner en rond sur un terrain de cross, à naviguer dans le désert, il y a un monde de... Ouais, puis il faut préciser pour les gens que le rallye, c'est... Bon, déjà, il faut être très très bon à moto pour franchir tous les obstacles, mais tu as cette fameuse navigation, où comment on peut expliquer concrètement pour ceux qui connaissent pas ce milieu, c'est... En gros, une carte papier, tournant après tournant, qui défile. T'as genre un parchemin enroulé devant toi, et tu le déroules kilomètre après kilomètre pour voir les obstacles. Ce que vous allez faire, c'est exactement ça, mais c'est surtout qu'en fait, c'est jamais noir ou blanc. Tu vois, Google Maps, il te dit à gauche, ici. Ouais. Là-bas, la note, il te manque le palmier, tu vois. Par exemple, sur le papier, il y a marqué qu'il y a un tas de pierres avec 3 pierres et un palmier. Il manque ou le tas de pierres ou le palmier. Ok. Et du coup, en fait, c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours marron. Et du coup, en fait, il y a ce paramètre d'instinct qui rentre. Tu sais, la bonne décision au bon moment. C'est pour ça qu'hier, quand on discutait, je te disais, pour moi, en navigation, vous n'allez pas être mauvais parce que vous avez un instinct par rapport à votre sport qui est différent des motards. En fait, le problème du motard, les 10 premiers qui font le Dakar, trop compétition. Okay. Et du coup, en fait, la prise de décision est polluée par... ce paramètre de compétition. Tu vois, un gars qui est dans sa course, qui veut absolument gagner, qui ne veut pas perdre de temps, il ne va pas avoir la réflexion de ralentir, dire attends, là ça pue, là. Ils annoncent un truc, c'est pas clair. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, il y va à fond. Une fois qu'il est bien dans la merde, il dit oh putain, je me suis trompé. Mais carrément. Et puis un truc qui nous plaît énormément aussi, c'est la résilience, l'endurance. Tu nous racontais que tu as fini la course avec les 2 poignets pétés. Ouais, ça, c'est un autre paramètre de mon caractère. Mais ouais, non, grosso modo, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'anecdotes. La grosse leçon de vie, tu vois. Donc, ils me font venir au rallye. On fait des formations parce que KTM, ils sont vachement axés sur la formation. On n'était pas tout à fait en accord sur le résultat final que je voulais, mon objectif, du moins. Et du coup, en fait, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi à les convaincre dans la course de me laisser faire, que je savais ce que je faisais et que je maîtrisais mon sujet. Tu étais là pour la victoire, c'est ça que le tu podium. visais ? Le podium, en tout cas. On va pas exagérer, le podium la première année. Et en fait, mon teammate, l'autre pilote australien qui était avec moi dans le team, l'année d'avant, pour son premier Dakar, il fait 3e et c'était un miracle. Quel est ce pilote ? Toby Price. Okay. Et du coup, moi, je dis, mais c'est simple, moi, je veux juste faire 3e. Et là, ils m'ont insulté. Parce qu'en fait, Toby, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu il avait fait un gros coup de navigation qui lui avait offert la 3e place. Et à la régulière, il te dit c'est pratiquement impossible qu'un premier arrivant au Dakar puisse faire ça. Et du coup, ils m'ont laissé faire. Et en fait, j'ai fait voir que j'étais prêt, que je savais ce que je faisais, que je maîtrisais. Les aléas de la course ont fait qu'on s'est laissé aller la dernière journée. Négliger beaucoup de paramètres. C'est pour ça que hier, je te répétais que c'est super important les détails. Il ne faut rien négliger au Dakar. Et là, on a négligé un peu des paramètres. Et du coup, ça m'a coûté 2 poignées. Et il restait 100 km. Et du coup, on ne savait pas si c'était cassé. Parce qu'en Amérique du Sud, le service médical était un peu limité. Du coup... Et du coup, peut-être réexplique comment tu te casses les 2 poignets au Dakar. Genre, c'est... La chute, à quoi elle ressemble pour te fracturer autant ? Parce que c'est quand même très grave, non ? En fait, grosso modo, j'étais avant-dernière étape, donc je récupère la 3e place, vu que le premier jour, j'avais vraiment eu des problèmes. C'était un miracle. Donc tu remontes au classement en roulant chaque jour un peu plus vite pour rattraper le temps de tout le monde, quoi. Ouais, j'ai réussi à gagner 2 étapes, j'ai réussi à ouvrir une grosse étape et à pas perdre beaucoup de temps, ce qui est un miracle. Quand tu dis ouvrir l'étape, c'est pour les gens qui non, mais tu pars premier. Tu pars premier. Ouais. Ouvrir, en fait, tu pars premier. Tu fais la trace, du coup. Et ouais, tu fais la trace. Et aux yeux de KTM, ils disent, mais il n'est pas prêt pour ça, quoi. Puis en plus, c'est surtout que moi, les courses de préparation, je les prends toujours au second degré. Parce que le rallye, la blessure, tu la payes cash, quoi. Et du coup, là, le matin, tu pars premier, quoi. Et puis, étape de sable avec des vraies dunes, Fiambala. Tu sais, la sensation de stress de ouf. Tu ouvres et là...
Donc, tu as une distance à parcourir et tu as un point virtuel qui doit te valider un passage. Et en fait, ce point virtuel, on te donne une distance approximative. Mais si tu as un peu fait des zigzags, parce que tu vas jamais super droit, on n'est pas en avion non plus, tu vois, tu as le dénivelé, il y a toujours un décalage. Et là, quand tu es dans le milieu des dunes, il y a pas, tu es premier, tu sais pas, tu es à moitié sûr de toi. C'est sûr. Là, on te dit, tu as le trouillomètre, il est à 0, et là, d'un coup, la flèche, elle s'ouvre, elle te marque droit. La décharge d'adrénaline, mais ça, c'est une tuerie. Ça, à vivre, je te garantis qu'une fois dans ta vie, si tu as l'occasion de vivre ça, c'est vrai, t'as l'impression que ce chemin virtuel s'ouvre. Donc en gros, quand tu valides le waypoint, t'as la direction de la suite qui se s'affiche. Non. En fait, quand tu le valides, ça veut dire que t'es passé sur la trace qu'ils avaient estimée bonne. Ok. Donc en fait, tu passes quand le waypoint, en fait, il a une circonférence d'ouverture. D'accord. Donc en fait, on te donne un cap, on te dit, ben voilà, pendant 20 km, il faut aller au cap 120 tout droit. Mais bon, comme je vous expliquais, des fois à 120, tu passes à 132, tu reviens à 119 et tu vois, tu essayes de naviguer pour un cap moyen, tu vois. Et quand tu arrives à, je crois, c'est 200 mètres, il y a une flèche qui s'ouvre pour te faire passer au point 0 du waypoint. Ok. Et à partir de là, ça se referme. Et là, en fait, tu recales un peu tout et tu pars à la chasse du prochain waypoint. D'accord. Ok. Et tu sais pas, si tu sais plus ou moins où il est. Alors, il y a plusieurs types de waypoints, mais ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais. C'est un peu une micro-chasse au trésor. Et donc là, à 100 km de l'arrivée, l'erreur. Alors, ce qui se passe, c'est que voilà, l'avant-dernière étape, Toby Price est en tête du Dakar. Moi, je suis 3e. Donc, moi, je pars premier. Lui, il part 2e. Et la prochaine KTM, elle était du genre 15 ou 16e. Donc, ça fait à peu près 40 minutes derrière. Et le problème, c'est que si Toby a un problème, il avait que 30 minutes d'avance sur le deuxième. Il perdait la victoire. Donc en fait, KTM m'a dit, voilà, tu as fait ton job, c'est super, tu nous as prouvé que tu étais bon. Donc là, demain matin, tu pars, tu te mets sur le côté, tu laisses passer Toby, tu fais porteur d'eau. Si Toby a un problème, il faut ramener sa moto. Le plus important, c'est la victoire. Nous, on sait le travail que tu as fait, il n'y a aucun problème. Du coup, c'est comme en F1 où parfois ils disent à un pilote... C'est le deal, oui, tu sacrifies un pilote. Okay, mais en fait là, c'était pas vraiment sacrifié parce que... Mais au profit de l'équipe, du coup. C'est au à titre profit de individuel, toi tu feras pas de podium, mais tu permets à l'équipe de marquer plus de points, quoi. Exactement, grosso modo, tu vois, le 4e, c'était le 4e du général. Donc en fait, moi, en laissant revenir Toby, je perdais 3 minutes. À la fin de la journée, on était ex-aequo. Et la dernière spéciale, on se réglait la 3e place, tu vois. Et tu sais, tout ça, en fait, mais je me souviens très bien, la veille, c'est une leçon de vie pour moi, parce qu'en fait, la veille, quand je suis arrivé, j'ai récupéré la 3e place avec un peu d'avance. J'ai senti tout le monde dans le staff apaisé. Tu sais, de dire, putain, ouais, il avait raison, il a fait... Wow. Et là, tout le monde a commencé à me dire, incroyable travail, good job et tout. Et tu sais, on s'est tous laissé aller. On a un peu moins regardé l'étape d'après, on a un peu moins fait attention à plein de petits détails. Et en fait, quand je laisse passer Toby, on repart. Et là, on arrive au ravitaillement qui se fait à peu près, le refueling, c'est entre 250 et 280 km. C'est obligatoire, tu sais, pour refaire les pleins. Et là, en fait, quand on s'arrête, plus de pneus, ni lui ni moi. En fait, c'était une spéciale très abrasive. Et tu vois, on n'avait pas vraiment pris le temps de bien regarder la spéciale, comment allait être le sol. Et du coup, il s'est passé pas mal d'aléas. Mon adversaire avec qui je devais me régler la 3e place avait eu des problèmes, j'avais pas eu le temps de le voir. Mais c'est moi, hein, tu sais, j'ai pas pris le temps de prendre un peu de recul, d'analyser la situation. Je t'ai expliqué, un motard, quand il est là pour gagner, il rate que devant, il rate pas sur les côtés. Lui, je crois que c'est 25 km de l'arrivée, on roulait côte à côte avec Toby Price. Et en fait, il y avait un peu des virages en aveugle. En fait, un gros virage en aveugle, pas signalé, et des rochers à l'extérieur. Et en fait, quand on est arrivé, la moto, on a glissé. Et en fait, lui, il m'a accompagné à l'extérieur, vu que j'étais à son extérieur. Et du coup, j'ai tapé un caillou. Mais tu sais, pas une grosse chute. La moto, elle avait rien. Okay. Et en fait, le fait de taper, ça m'a renvoyé. J'ai fait un genre de 3-6. Et en fait, en me renvoyant, j'ai eu 2 poignets qui se sont coincés dans les protège-mains. J'ai tapé le roadbook dans la gueule. Oula. Donc, une dent cassée, gros brouillard. Tu vois, je sors de la spéciale, toujours 3e au général. Donc, une dent cassée, les 2 poignets comme ça. Ça avait pas trop gonflé, tu vois. Je me souviens être rentré au... À ce moment-là, tu sais que t'as les poignets cassés ou juste tu dis, bon, j'ai pris un choc et... Alors, le problème, c'est que le Dakar, c'est 12 jours d'adrénaline.
Et je pense que l'adrénaline, à la fin, en fait, elle gomme un peu tout ça, tu vois. Tu sens pas vraiment... J'avais mal, mais je ne saurais pas te dire si c'était cassé, tordu, tu vois. Donc là, j'arrive, le kiné, déjà, il me masse et tout, je m'endors, mais épave. Je prépare même pas mon roadbook, je demande à un assistant de le faire parce que j'étais en croix. Et là, le matin, je me souviens, le matin, ils viennent me lever dans le lit. Là, violent. Là... Ouais, retour à la réalité, quoi. Ah ouais, là, ils me disent, mais tu peux pas prendre le départ. J'ai dit, si. Donc, ils m'aident à me relever. J'arrive même pas, parce que j'avais mal au poignet, j'arrivais pas à m'appuyer. Donc, ils me relèvent, ils m'habillent à moitié et tout. Ah, il restait 100 km. Tu vois, tu peux pas dire, putain, je suis 3e, premier Dakar, il reste 100 km. C'était la dernière étape, 100 km, et là, tu serres les dents. Ouf, de fou. Là, tu pars sur la route, ouais. Pleurer. Je te jure, je pleurais. J'arrive au départ de la spéciale, je pleurais de la douleur. Et là, j'ai dit, oh, con. Et je suis dit, bon, allez, c'est 100 km, quand même, 100 km, c'est 1 heure. Allez, vas-y, je suis pas une fiotte. Et là, ouais, là, compliqué. Là, quand je suis sorti de la spéciale, les poignets avaient triplé de volume. J'étais dans un état pitoyable. Donc, j'ai perdu ma 3e place, je finis 7e. J'arrive jeudi matin en France. De suite de l'aéroport, on va à l'hôpital, je passe des radios. À l'hôpital, a priori, le radiologue, il avait peut-être raté 2-3 années de formation. Il dit, a priori, il y aurait peut-être une petite lésion au scaphoïde, mais bon, pas plus que ça, il faut vérifier avec le temps. Je prends les mêmes clichés, je les envoie au chirurgien à Paris qui travaille avec Red Bull. Il renvoie un message, prends le premier avion qui est possible. Tu as une dislocation du poignet droit et scaphoïde au poignet gauche. Il faut que je t'opère d'urgence. Donc là, on monte à Paris, 2 opérations, une le soir et une le matin, 2 poignets réparés. 3 mois, je reprends la moto et là, je commence à dire, putain, j'ai mal au scaphoïde. Là, il me dit, c'est normal, tu sais, le scaphoïde, tout ça. Et là, j'essaye de reprendre la moto, une catastrophe nationale. Puis tu vois, KTM, 3 mois d'arrêt, là, il commence à t'appeler, il dit, oh Jojo, t'en es où? Donc je retourne voir le chirurgien. Il dit non, tout va bien. Et en fait, en faisant, je préparais Wings for Life, une course à pied pour être Ouais, je vois bien. Et en fait, je m'embroche en courant et je tombe. Et en fait, en tombant, je dis à ma femme, putain, je me suis repété le scaphoïde. Elle me dit, arrête, c'est bon. Là, on m'a passé une radio, ils avaient mis une vis tordue. Donc là, tu rappelles le chirurgien, tu diras, il faut me repérer, ça n'a pas marché. Donc il m'opère, il me dit, oh putain, t'as fait de l'ostéoporose. Il dit, en fait, en finissant ton étape au Dakar, les 2 os en se frottant, ils sont polis. Et en fait, ils ne soudent pas. Okay. Donc, il faut une greffe d'os. Donc là, l'artiste fait une greffe d'os, il me repère. 3 mois. Donc là, ça fait déjà 6 mois. Et là, je reprends la moto. Et donc, le poignet du scaphoïde allait bien. Mais là, de l'autre côté, en fait, quand j'ai accéléré, mon bras est rentré, tu vois. J'avais... Putain, pas top, tu vois. Et ça allait pas bien. Red Bull m'envoie en Espagne voir un autre chirurgien. Il dit, putain, en fait, dans ton dislocation, il y a un ligament qui a été arraché. Ton chirurgien l'a pas vu. Donc, je vais y faire un mail, il va te repérer. Donc là, tu remontes à Paris, il te repère. Donc, il fixe le ligament. Là, tu dis, bon, ben, ça y est, c'est bon. Donc là, on arrive en novembre. Je reprends la moto. Et en fait, au bout de 3 jours, l'autre poignet du scaphoïde gonflé. Et je leur dis, écoutez, je peux plus rouler. S'il fait, on s'assoit à table, on trouve un accord avec un avocat, on casse le contrat. Moi, j'arrête. Je peux plus rouler, je souffre, j'ai trop mal, le poignet gonfle. À un moment donné, il faut être réaliste. Ça fait 8 mois, 4 opérations. J'ai là, je suis au bout de ma vie, quoi. Ils me disent, quand même, on va retourner voir le chirurgien espagnol. Après, ils tenaient à toi. Leur attitude dans tout ce process-là, ils sont derrière toi, ils financent un peu les opérations. Comment ça se passe? Ouais, ils financent les opérations. Parce qu'en Espagne, c'est pas pris en charge. Donc, une opération, c'est 12 000 balles ou un truc comme ça. Bon, le chirurgien, c'est un artiste, vraiment. Tu vois, je me souviens très bien, on arrive, il commence à rader les clichés, il parle pas. Et là, le team manager autrichien, il dit, oula, quand il fait comme ça, c'est pas bon. Là, il dit, je vais dessiner sur un papier, vous allez comprendre. Waouh. Et là, il dit, bon, ben, tu sais. Puis, en fait, motard, le chirurgien. Je vais te pseudo-paralyser le poignet. Tu bougeras ton coude pour enlever les doigts de l'embrayage, mais ça va aller. Tu dis, tu pars dans un truc de fou. Ouais. Ben, tu dis, bon, ils vont me réduire l'articulation. Est-ce que je suis prêt? J'ai 30 ans, 31. C'est violent, quoi. Mon ex-femme me dit, écoute, c'est quand même... T'es proche, quoi. Tu as touché du doigt, tu as fait voir que tu pouvais gagner. S'ils peuvent au moins te réparer, tu peux pas rester ta vie comme ça, quoi. Je dis, bon, ben, opère-moi. Il me dit, laisse-moi 15 jours, je fabrique la pièce. Ah, c'est une pièce de métal qui va venir... Ah ouais, une vis, une grosse rondelle avec des vis,
bien précisément pour les os, tout ça. Le soir, il me fait voir la pièce, il regarde, il dit ouais, c'est bon, ça fit, tout ça, il n'y a pas de souci, on va pouvoir faire. Le matin, je vais au bloc opératoire et mon ex-femme était infirmière. Et en fait, elle se présente à l'accueil avec mon manager qui est autrichien. Le chirurgien ressort du bloc opératoire habillé. Il dit j'ai bien réfléchi cette nuit, je ne vais pas faire l'opération que j'avais dit, je vais en faire une autre. Oh putain. Et là, Mentalement, c'est dur. moi, j'étais déjà endormi. Ah, ok. Mais mon ex-femme, violent quoi. Ouais. L'autre, elle n'a pas su quoi dire. Tu sais, dans le feu de l'action, il repart et là, elle te dit mais tu as envie que de pleurer quoi. Tu sais pas ce qui va se passer. Et là, en fait, il a été bon parce que avec l'anesthésie, il a dit de toute façon, il y aura un nerf qui va être enflammé. Donc celui-là, on va le couper. Il sentira plus la douleur, mais au moins, il n'y aura plus d'inflammation. Sous radio, il a réussi à voir où est-ce qu'il y avait le problème. Donc il a modifié l'articulation, mais en fait c'est un artiste, c'est ça que je te dis. Il a réussi à augmenter l'articulation d'un côté, la réduire de l'autre, rajouter un ligament. Du coup il me refait le poignet. Et ton embrayage maintenant c'est bon. Nickel. Incroyable. Donc là, tu as le plein usage, entre guillemets, de ton complet, index, tout va bien. Il arrive, il te dit pas de problème, ça s'est super bien passé. Là, il prend le téléphone et il te fait voir les vidéos de ce qu'il a fait. Tu vois, oh là là. Ah, donc tu vois l'intérieur de ton poignet ouvert. Et il le fait bouger, il te fait voir. Bon, bref. Et suite à ça, quand même, mon corps a accusé le coup. J'ai eu une indigestion d'anesthésie et j'ai mon corps qui a pris cher. Les articulations, j'ai commencé à avoir des morceaux de cartilage qui partaient dans le genou. Tu vois, c'était un peu dur. Ouais, compliqué, tu sais, tu te dis, putain, le Dakar, j'aime ça, mais un peu chaud. Et je voulais presque plus partir. Et en fait, on va au rallye du Maroc, je finis 4e. J'ai eu un problème le premier jour dans une zone de limitation. En fait, je suis arrivé beaucoup trop vite, donc j'ai pris 6 minutes de pénalité. Ok. Je finis 4e à 4 minutes du premier. Avec tes 6 minutes de pénalité. Ouais, donc là, il y a le chef, il t'attrape par l'oreille, il te dit le Dakar, non négociable. Donc je dis à ma femme, écoute, je retourne au Dakar, tout ça, mais bon, je te promets, je fais attention, j'y vais pour finir, il n'y a pas de problème. Et là, en fait, au bout de 3 jours, elle te rappelle, elle te dit, t'es vraiment un connard. Elle dit là, t'es placé pour gagner, on le voit bien, tu attends, tu vas attaquer. Et voilà, forcément, position pour gagner. Après, il y a eu des faits de course. Je me suis fait très peur, vraiment très très peur. J'ai vu passer la mort devant mes yeux. J'ai fait 2 Dakar dans le camping-car avec Toby Price comme coéquipier. Et là, en fait, un jour, c'est moi qui ouvrais la spéciale. On a sauté dans une rivière. Tu sais, il y avait une genre de falaise qui n'était pas marquée dans le roadbook hors piste. Et du coup, on a sauté. Et là, en fait, tu te dis, mais ta vie, elle tient au gars qui fait le papier, tu vois, qui fait le parchemin. Donc là, tu es à 180. Il y a une rivière qui arrive devant toi. Pas 180 parce que tu roules hors piste, donc tu roules à 80. Okay. 80, déjà, ça va très vite, hein. Ouais. 80, il y a une saignée, ils appellent ça, tu sais, un ruisseau, tu vois, qui, admettons, il fait 1 mètre de large sur 50 de profond. Okay. Toi, tu auras ton roadbook et où tu vas, tu vois pas la saignée, tu prends le roadbook dans la gueule, déjà, tu prends une sacrée tarte. Sûr, ouais. Ça te réveille un peu, quoi. Et là, en fait, non, on saute et vraiment, tu sais, quand c'est comme ça, tu as l'impression qu'il y a tout qui s'arrête. Tu visualises plus ou moins où est-ce qu'il va y avoir l'impact et ce qui va se passer, tu vois. Et là, tu dis, waouh. Donc là, j'ai pris une grosse tarte. Le casque avait été abîmé et tout. Mais tu restes quand même sur la moto, t'as pas un réflexe de tu jettes la moto et Non, tu sais, un peu l'abruti bûcheron, tu vois, tu restes accroché, tu te crispes de toutes tes forces et là, blau. Mais Toby saute aussi. Chute des deux? Non. Ah, vous roulez quand même. Moto un peu abîmée, tu vois, sabot moteur arraché. Okay. Moi, le GPS cassé, le casque cassé. Je saignais du nez et tout, mais bon. Mais tu restes sur la moto, t'es pas tombé. Mais secoué, tu sais, tu sais plus ce qui t'est arrivé, si toi t'as fait une erreur. Ouais. Bref. Et en fait, derrière ça, le 4e, il vertèbre. Donc à partir de là, il y a un waypoint de sécurité parce qu'il s'est fait mal. Sur la rivière, le 4e chute, et donc ça crée un waypoint de sécurité. Et là, du coup, les autres ont trouvé la passe. D'accord. Donc ils ont trouvé l'endroit où il fallait passer. Je suis à Toby Price, australien. Moi, je l'appelle l'aborigène. Tu rentres dans le camping-car le soir, un peu violent parce que étape stratégique nous a massacré le Dakar parce qu'ils avaient annulé l'étape d'avant. Du coup, on s'est retrouvé à ouvrir ça là, c'était pas prévu. Bref, en fait, ce jour-là, on perd la victoire au Dakar. Lui, il accroche le podium, moi la 4e place, mais on perd vraiment notre chance de victoire. Et là, dans le camping-car, tu sais, lui blasé de ça, mais moi vraiment la peur, tu vois. J'ai dit putain, aujourd'hui, t'as vu ce qui nous est arrivé, tout c'était chaud et tout. Et là, il me dit, je te jure en anglais, il dit ah écoute Antoine, on a eu des belles vies quand même. Tu sais, j'ai dit mais Toby, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Ben, il dit tu sais, t'as vu, notre sport, il nous a fait vivre quand même de belles vies. On a pu aller dans un endroit de fou, faire des trucs de dingue et tout. Si ça s'arrête maintenant,
Là, tu dis, attends. Là, tu sais, tu reprends un peu du recul, tu dis, attends, il est fou, lui. Tu sais, tu discutes un peu, et en fait, tu t'aperçois que sa vision de la chose, lui, il est là pour la victoire au Dakar, et au risque d'en mourir, quoi. C'est pas vraiment quelque chose qui lui fait peur. Voilà, tu dis, waouh. Et là, tu prends un peu de recul et tu t'aperçois que ton autre coéquipier qui s'appelle Quintanilla, il est pareil. Tu t'aperçois que Brabec, il est pareil. Et en fait, tu dis, ouais, je suis l'un des pilotes à pouvoir être là chaque année, jouer pour la victoire. Et à chaque année, ils sont 5. Il y en a toujours un qui va me casser les couilles. Et lui, il ira jusqu'à la mort. Non, là, je peux pas faire ça. Moi, j'aime trop la vie, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais après, c'est violent, tu vois. Alors, il y a des gens qui font le Dakar, ils vont te dire non, mais c'est pas comme ça, il exagère. Mais non, quand tu es payé pour gagner, quand tu y vas pour gagner, tu te bats avec des gens qui n'ont pas la même valeur de la vie. Tu vois, les 2 frères Benavides, s'ils meurent au Dakar, pour eux, c'est comme s'ils étaient morts en tant que gladiateurs dans l'arène à Rome, tu vois. Et du coup, non, moi, je suis pas prêt pour ça. Tu vois, Benavides, cette année, il me l'a encore prouvé. Il gagne le Dakar en janvier. Mars ou fin février, il se casse le fémur. Il reprend la moto au mois de juin. Il se repète le poignet au mois d'août. Il reprend la moto, il se casse tibia péroné au mois de décembre. Il finit 4e au Dakar. À un moment donné, chaud, le corps humain... Ouais. C'est des amoureux, les mecs. Ils ont plus de métal que... Du coup, tu vois, je dis, bon, allez, j'arrête ça et voilà. Donc, mais c'est marrant parce que ça c'est très proche de... Tu vois, on a notre pote David qui fait du base jump, donc sauter en parachute d'immeuble et tout. Il disait qu'il y a cette même mentalité dans ces sports-là où t'en as beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas une perspective d'avenir, ces gens-là, mais il y en a beaucoup qui ont cet état d'esprit de... Limite, si je meurs en faisant ma performance, et bah voilà, ouais, je suis mort. Enfin, exactement ce que tu disais, le gladiateur dans son arène. Et des Australiens aussi. Et donc, beaucoup d'Australiens, donc je pense que c'est un truc... C'est une culture. Hier, tu m'as parlé de la culture et je pense que tu as raison. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont inconscients, c'est qu'ils ont une notion de travail qui n'est pas la nôtre. Tu vois, Toby Price, il est capable de travailler. Les frères Benavides, ils s'entraînent, mais c'est des machines à l'entraînement. Ils ont tous pas de femmes, pas de femmes. Ils ont des copines, mais ils sont pas mariés. Pas d'enfants, alors qu'ils ont 34, 35 ans. Et eux, ils partent à la guerre chaque année. Ils sont là pour gagner, pour jouer leur vie. Bah, de toute façon, avec cet état d'esprit, je pense que tu peux pas construire une vie de famille. C'est impossible. Non, mais toi, à côté, en fait, tu dis, attends, je suis meilleur qu'eux, je peux aller beaucoup plus vite. Le problème, c'est qu'ils vont être obligés de me sortir cruellement de ma zone de confort. Et ma vie va dépendre de morceaux de papier. T'as plus de marge de sécu et c'est aléatoire, quoi. Mais tu vois, hier, tu m'as choqué quand tu m'as dit non, mais nous, quand on monte un truc, on est à 20% de ce qu'on sait faire, on est large dans la zone de confort. Là, non, là, en fait, t'es dans ta zone de confort, mais si le gars, il a oublié une note, mais comme il t'a dit Boulanger, tu sais, le gars, il faut savoir que ça fait 100 jours qu'il fait les roadbooks. Et ben, à un moment donné, il a oublié un cap, il a oublié, tu vois, d'un 3, il t'en a fait un 8 et... À lui, c'est pas grave. Mais toi, quand t'arrives derrière à 80 à l'heure et que c'est pas marqué comme il faut, la violence, c'est difficile. Ouais. Ce que vous nous racontiez hier soir, c'est que les mecs, en gros, qui créent le tracé du Dakar, parcourent avec un pick-up de série, du coup, toutes les routes, les pistes, machin, et donc notent tout à la main. Ok, donc là, ça passe après le palmier, justement. Ta perspective du risque, quand toi, tu passes et que tu fais le roadbook à la main dans une voiture de série, le danger, tu le notes d'une manière. Et nous, on arrive... Alors, ce qu'il y a, comme je t'ai expliqué, chaque rallye, en fait, il faut, les 2 premiers jours, bien comprendre comment le gars a évalué les dangers. Pour avoir une notion, tu vois. Si toujours il sous-estime ou si toujours il surestime. D'accord. Parce que tu vois, s'il sous-estime terriblement et qu'à un moment donné, tu sais pas pourquoi un matin, quand il a repris après son petit-déj, le danger, tu vois, qui était un danger 2, en fait, il te met danger 1 et encore... un petit point d'exclamation, toi t'arrives à 180, je t'ai garanti que t'as les pieds au-dessus de la selle. Et en gros, les dangers sont signalés sur le roadbook, et est-ce que le danger 3 il bip sur ton... Non, t'as pas de bip, donc c'est que roadbook, et c'est à ta discrétion, entre guillemets, de regarder ou pas, quoi. Oui. Bah, là, quand il y a 3 points d'exclamation, là il faut que tu mettes du rouge. Mais toi tu vas rouler avec le digital, donc ça sera marqué en rouge, mais quand il y a du rouge, là il faut pas rigoler. Donc rouge, c'est danger 1. Rose, un peu plus, là c'est danger 2 comme il faut. Et après, dès qu'il y a du rouge, tu sais, avec du bon Véleda bien rouge, là c'est qu'il y a drame. Mais moi, c'est ça qui me rend ouf par rapport aux gens qui roulent au top niveau, c'est que vous avez une confiance, entre guillemets, dans le roadbook, qui fait que quand c'est vert et qu'il y a marqué que c'est tout droit pendant 10 km, voilà, t'es à fond, quoi. T'es à 180 littéralement dans des pistes, et si jamais il y a un danger,
pas signalé, machin, c'est catapultage. Ben, en fait, je vais t'expliquer. En fait, je gagne l'étape avant la journée marathon. Donc, je me retrouve à ouvrir une spéciale qu'on avait bien calculé, tout ça avec Edouard. En fait, on avait sous-estimé le début de la spéciale. C'était une zone de dunes qu'on ne connaissait pas. Et en fait, avec Google Earth, parce que Edouard, son métier, c'était ça aussi, c'était avec Google Earth de visualiser le parcours. On appelle ça de l'herbe à chameau, tu sais, ça faisait de l'herbe et tu voyais pas bien les dunes et pas bien la texture. Et il dit, ça devrait aller, il y a de l'herbe, ça devrait porter, parce que dès qu'il y a de l'herbe, normalement, ça porte un peu. Une catastrophe, mou à crever. Et dès que je passais, tu sais, ça ouvrait une trace. Et là, derrière, les autres, ils me ramarrent de suite. Et tu vois, Toby me rattrape très rapidement. Il me fait signe d'accélérer. Donc, j'ai dit, passe devant, t'es plus fort. Et là, de suite, il comprend la douleur. En fait, on arrive au refueling, 250 km. La spéciale faisait 520. Et tu sais, quand t'arrives, tu mets ton chrono. T'arrives premier, tu mets le chrono. Et tu regardes qui arrive derrière toi et qui t'a rattrapé, comment se passe. Barreda arrive et il nous avait mangé 15 minutes. Tu sais, 15 minutes sur une journée au Dakar, en Amérique du Sud, c'était énorme. Maintenant, ça veut presque plus rien dire sur le nouveau Dakar. Mais... Donc, on était Toby Price, Benavides qui était avec une Honda, mais qu'on connaissait parce qu'il a beaucoup roulé chez KTM. Et là, Toby, je te garantis, tout aborigène qu'il était, il était au fond du seau. Parce que là, il se disait, je perds mon Dakar, c'est fini, ça marchera plus, tu vois. Je dis non, écoute, regarde, on sort de la zone de dune, on rentre sur des pistes, on a encore 280 km de pistes. Il y a le mauvais temps qui arrive, on est des enduristes, dans la boue on est meilleur, les autres c'est des chèvres sur la boue. Donc écoute, on part. Qui de nous trois est plus rapide ouvre, et après les autres derrière ils suivent. Et là Toby, je le pousse un petit peu parce que j'étais un poil plus rapide, et là il fait une petite erreur, il tombe, donc je passe devant. Et là tu sais, c'est le jour où Dieu il t'appuie sur l'épaule, il te dit bon ben là mon garçon c'est ton tour. Là, comme tu dis, tu vois ce que tu as dit tout à l'heure, là tu sais, tu es dans des pistes en Amérique du Sud. Et en fait, on t'a toujours expliqué que quand la ligne électrique, elle va droit, la piste devrait suivre la ligne électrique. Tu vois, en fait, ils te disent, les lignes électriques, ils les ont fait en fonction des pistes. Ouais, bien sûr. Et là, je te garantis que tu es dans une montée à 180. Et là, tu dis, pourvu que la théorie du monsieur soit bonne. Parce qu'en fait, si tu coupes, tu perds 4 secondes. Ouais. Du coup, tu restes à fond. Et là, tu dis, pourvu qu'il n'y ait pas un virage derrière. Et ça, pendant 280 km. Ouais, mentalement, ça doit être horrible. Ouais, ça doit être épuisant. Et moi, ce qui me rend aussi ouf, dans les trucs qui me rendent ouf, c'est que les distances que vous parcourez de manière journalière à fond, c'est des distances de personnes qui partent en vacances. Tu vois. Ouais, c'est du 500, 600. Ouais. T'as même des étapes à 800 bornes avec les lésions et tout. Mais t'es malade, 1002. Ah ouais, au max. Je crois que le pire que j'ai fait cette année-là, ils appellent ça les étapes de transition. Donc tu passes d'un côté à l'autre. Donc en fait, grosso modo, le matin, tu pars, tu fais 450 km, départ de spécial, tu te refrappes 520 km de spécial. Sur une selle d'enduro qui te fait des hémorroïdes en 1 heure, quoi. Non, t'es habitué, ouais, okay. Tu vas bouffer des heures, tu vas dire. Tel cucaleux. Comment ça s'appelle la crème, putain, pour le cul là. La vaseline Ouais, bien fine. Ça, c'est pas la même chose. C'est on non. veut pas savoir ce que tu fais. Tu sais, la crème jaune là, qui sent un peu la morue là, qui marche bien pour l'irritation. Tu vas t'en rappeler, je me rappelle plus, mais. C'est pas ce qu'on avait pris pour la course à pied là. Ouais, ça doit être ça pour l'échauffement, ouais. Mais ça sentait pas la morue, nous. Ouais, elle sent un peu bizarre, elle sent fort, ouais. Tu sors de la spéciale et là, tu sais, quand tu sors de la spéciale, tu appuies Next Waypoint et là, ça te fait une flèche avec marqué 400 km. Là, c'est violent. C'est 4 heures de l'après-midi, 400 bornes. Ouais. Là, tu dis pourquoi je suis venu. Pourquoi j'ai dit oui. Surtout, c'est que de la route, finalement, du coup. Ah oui, c'est usant. Ouais. Mais encore en Amérique du Sud, tu passais dans des beaux endroits, tu vois. Tu avais le téléphone, tu faisais des photos, c'était magnifique. Moi, je regrette même d'avoir pas plus pris de photos dans les liaisons, pas avoir fait de film. À l'époque, c'était moins commun, tu vois. Ouais. Une GoPro et filmer. L'année dernière, je l'ai fait en buggy avec un copilote. Filmer les moments dans la voiture, filmer des moments en dehors de la course, c'était énorme, tu vois. Ça fait des souvenirs de fou. Ouais. En Arabie Saoudite, vous allez souffrir. Droit, tout droit. Tu as 2 virages avant d'arriver à la spéciale. Oh là, et tu penses que kilomètres. 2026 sera encore en Arabie Saoudite ? Oui, pour ton grand désespoir, oui. Ah ok, parce que les paysages sont magnifiques, il y a des tas de dunes, des trucs tout plats. Ça... Oui, non mais carrément, c'est gigantesque. En fait, c'est un pays très peu peuplé et qui est vraiment en pleine mutation. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont découvert le pétrole fin des années 60. Donc en fait, c'est récent, tu vois, c'est des riches récents. Tu vas voir des travaux comme tu n'as jamais vu dans ta vie. Ouais.
je veux dire 80 km où les gens, il y a des pelles mécaniques au bord de la route qui font des travaux à la queue leu. Il n'y a pas de trou entre. Ouais. Et là, tu dis, putain, la facture de gasoil. Mais voilà, c'est juste... c'est une autre dimension. Il y a 50% des gens qui sont contents de te voir, 50% qui sont anti-Dakar, anti-touristes, anti-tout. Mais dans l'ensemble, tu vas être surpris. Tu sais, nous, on est arrivé un jour, un départ de spécial, un prince, je sais pas comment tu peux appeler ça, local de la région, qui arrive en là-bas en soie. Il a 2 gardes du corps. Il arrive, il te dit, il parle un anglais, mais à la perfection. Okay. Il te dit bienvenue dans notre pays, j'espère que vous aimez le pays, bienvenue, j'espère que les gens vous accueillent bien. Et tu dis putain, mais c'est en décalage avec l'image que j'avais, tu vois. Et après, en dehors de ça, ils ont leur tradition, ils sont pas très avenants, ils sont pas chaleureux, tu vois. Comparé à l'Amérique du Sud, une arrivée de Dakar à Buenos Aires, t'as jamais vu ça de ta vie, quoi. C'est vrai, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et est-ce que ce serait pas l'heure du tu préfères ? Le nouveau jeu. Alors en gros, on va essayer d'intégrer un peu des petits jeux. Et Clément, souvent, il est assez balèze avec des tu préfères qui sont cornéliens, quoi, des trucs où tu n'arrives pas trop à te décider. Ouais, mais c'est pas évident à trouver vraiment le choix impossible. Souvent, tu as quand même un peu une préférence. Une tendance. Je peux vous en faire un chacun si vous voulez. Avec plaisir. On t'écoute. Tu préfères perdre ton exploitation, genre vraiment tu perds tout, t'as plus d'exploitation, plus rien, mais tu deviens champion du monde en voiture et en moto du Dakar. Donc ça c'est le premier choix. Donc soit c'est ça, tu perds toute ton agriculture, tous tes champs. Franchement, t'es vraiment un enculé. Ouais, mais tu vas voir, attends, j'ai pas fini, il reste le ou, tu vois. Ou alors, tu gardes ton exploitation, mais tu peux plus jamais faire de moto et c'est comme si tu n'avais pas vécu tes années moto, genre tu n'as plus de souvenirs et personne se rappelle de toi. C'est dur, t'es dur quand même. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que avant mon dernier Dakar, j'ai récupéré une exploitation pour faire grossir la mienne, délocalisée par rapport à chez moi. Les gens sur place, ils ont mis 4 ans pour savoir qui j'étais. Ok. En fait, j'étais là-bas, j'allais manger tous les jours au petit resto, machin. Et en fait, ils n'ont jamais su qui j'étais parce que déjà, je ne me mets pas en avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je mangeais et il y a un gars qui est arrivé qui était fan. Tu sais, moi, quand je suis agriculteur, je suis habillé pourri. J'ai des pantalons troués, je m'en fous complètement. Et en fait, là, il y a le gars, il arrive. Il me dit, je pourrais avoir une photo, tout ça. Je dis, ouais, mais par contre, discret, quoi. Moi, je suis bien ici, personne ne me fait chier, j'ai pas envie. Et en fait, on a pris la photo et en partant, il dit, vous vous rendez compte, il y a un champion du monde qui vient manger chez vous tous les jours. Et en fait, limite, ça me dérange, tu vois, je préfère être discret dans mon truc. La première... Mais au-delà que les gens n'aient plus conscience de ta carrière, c'est même toi, t'as plus aucun souvenir de ce que t'as vécu en moto, tu vois. Bah, la terre est plus importante que la course, en gros, c'est ça ta question. Grosso merdo, ouais, c'est ça. Je choisirais la deuxième, ouais. Ok. La terre. Ouais, parce que tu vois, aujourd'hui, Ducati voudrait que j'arrête de faire agriculteur pour me concentrer plus sur leur projet. Je me sens pas capable parce que je me dis que déjà, il faut nourrir les gens. Et d'une autre partie, je me dis qu'il y a une crise qui va arriver, qu'à un moment donné, on va plus vendre de motos. Et ils vendent plus de motos, ils vont te dire, allez, retourne chez toi, on n'a plus besoin de toi. Et là, t'as plus ton exploitation, t'es comme un con. Et non, c'est vraiment le métier que je voulais faire. Et, ouais, depuis tout petit, bien avant la compète. Et tu sais, ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que ce que vous faites, vos défis à vous, vous le faites pour qui ? Pour nous déjà. Après, voilà. on a tu le fais chance. Partager, mais en premier lieu, tu fais ça pour toi, parce que toi, tu as envie. Ouais. Et souvent dans notre sport, ce que je m'aperçois avec le recul et l'analyse, les jeunes, et beaucoup n'y arrivent pas, parce qu'en fait, ils ne le font pas pour eux. Ils le font pour d'autres personnes. Ouais, et moi, en fait, j'ai presque aucun regret. Moi, j'ai fait mon défi de carrière, hein, comme je vous ai dit, je l'ai fait, j'ai réussi à faire ce que je voulais, j'ai été champion en moto, j'en ai profité, j'ai kiffé, j'ai fait des trucs de fou. Voilà, maintenant mon but c'est de réussir en agricole. Et j'ai presque plus envie aujourd'hui de faire grossir mon exploitation agricole, faire ce que j'ai envie, que de gagner le Dakar. Tu vois, mon dernier gros souhait c'est de revenir au Touquet pour vraiment... L'année prochaine, du coup ? L'année prochaine. J'ai mon idée en tête, je vais la garder pour moi, mais pour faire voir ce que je sais faire, ce que je vaux vraiment. Et après, comme j'ai expliqué, je peux mourir tranquille. Faut qu'on s'inscrive pour le Touquet le prochain. Ouais, tu regarderas la télé, au pire, si vous pouvez pas venir.
Parce que je pense qu'il roulera un peu devant, quoi. Bah après, ce qui est Oui, bien mais il va avec nous le Touquet, dépasser, donc on c'est va- des tours, on le fera coucou. On va le voir passer, on se poussera pour lui laisser du la bord de place. piste. Ton tu préfères rapidement? Tu veux que je te fasse pour toi? Ah oui, si tu veux. Et, C'est un peu dans le même esprit, mais je pense qu'il va être plus simple à choisir. Est-ce que tu préfères faire du saut en parachute, mais tu peux plus faire de moto, jamais? Ah, c'est dur, ça. Ou alors, continuer la moto, mais tu ne peux plus faire de parachute? Ah, mais c'est hardcore. Sachant que le parachutiste, c'est tout nouveau, mais c'est tellement une passion qui est en train de... Grossir. Est-ce que Ouais. par parachute, t'entends tout sport de voile confondu? Ou J'incluais pas le parapente, c'est pour moi parachute, c'était wingsuit, base jump, parachutisme d'avion. Parce que si tu m'enlèves le parachutisme et tu me laisses le speed et je peux faire de la moto, ouais, je pense que dans l'état actuel de mes compétences en parachutisme, je suis totalement prêt à give up le truc pour faire que du speed et de la moto. Ok. Après, mais si c'est- ça inclut tous les sports de voile, genre parapente. Mais le truc, c'est que les sports de voile, c'est les sports qui te font voler. Et en fait, quand tu voles, c'est autant un rêve d'enfant que faire le Dakar avec ce que tu vois, avec les images qu'on a vues, tous dans les mecs dans les dunes et tout. Après, si tu mets assez de gaz, tu peux voler en moto pendant quelques instants. Ah, aussi. mais ça reste court. Ça reste court, sauf quand tu t'appelles Tom Paget, c'est que t'as un parachute. Mais du coup, tu as fait les deux en même temps, le gars. Ouais, Et, et puis c'est l'atterrissage est toujours violent, tu vois. Le problème, c'est pas tant le décollage. C'est Ouais. ouais, c'est souvent l'atterrissage. Et du coup, c'est dur. Je pense que si tu me laisses le speed, je prends le speed et la moto. Ok. Parce que je peux quand même un peu voler, tu vois. Et d'ailleurs, on a un projet de décoller en moto. C'est vrai. Ouais. Vous Et, m'en avez pas parlé de ça, dis donc. Non, pas encore, mais c'est possible parce qu'avec la moto, tu crées la vitesse, donc ça gonfle superbement la voile. En fait, quand tu veux décoller en parapente, il faut être bien centré et y aller avec la voile. Si tu prends une voile assez rapide qui matche la vitesse de la moto, tu vas comme ça. Et après, tu peux te décaler en gauche-droite pour équilibrer. Il te faut une falaise et puis après, ça J'ai une question. À quel moment tu vas lâcher le guidon pour attraper les sangles? tu lâches le guidon quand tu voles. Quand tu voles déjà. Et sans avoir les bordels à la main, ça peut décoller? Ouais, en fait, à ce moment-là, J'aime bien, il y a le oui, mais quand même. Hein. c'est à des conditions, mais en fait, il faudrait que la pente descende et du coup, toi, en fait, tu continues ton plané. En fait, toi, tu planes et juste la terre disparaît sous tes Donc pieds. en fait, il faudrait limite un cruise control. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas lâcher la main du guidon, tu vas couper les gaz. Non, parce que tu coupes en l'air, donc c'est bon. Tu vois, t'es déjà en train de voler. Ok. C'est à réfléchir, mais c'est une idée que j'avais parmi les nombreuses un peu couillonnes. Et voilà. Moi, j'avais une question pour toi, Antoine, c'est la dernière de ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu nous as parlé de projets un peu en buggy pour le Dakar également. Vous côtoyant maintenant une fois l'année dernière, une fois cette année, vous allez faire votre défi en moto, mais je pense qu'en fait, vous allez plus vous retrouver dans une voiture. À deux, tu veux dire, on pourrait discuter. Non, Ne partager. discutez pas vraiment parce que... Non, parce qu'en fait, au Dakar, ce que tu peux faire, c'est que Ouais. ou tu fais avec un pilote et un copilote, ou Ouais. alors ce que tu fais, c'est une journée chacun. Il y en a Ok. qui font ça, en fait, ils font une journée, c'est lui qui conduit, une journée, c'est toi. Ah, marrant. Et en fait, le partage, il est énorme parce qu'en fait, Mm. tu sais ce que moi je vous explique, ce que j'ai vécu, que le gars, ma vie, elle tient au roadbook que le gars a fait. Ouais. Là, c'est toi qui vas conduire et tu vas devoir te fier que à lui. Oh là, c'est fou ça. Et le lendemain, en fait, c'est l'inverse. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Je savais pas que tu pouvais interchanger les rôles. Ouais. Ce serait trop marrant ça. Ben, Pour, je pense qu'en après- fait, de le faire une fois en moto, peut-être une fois en mal moto pour découvrir un peu plus Ouais. l'ardeur de la chose, et après de le faire en voiture, mais c'est le kiff. Fait déjà 3 Dakar quand même à faire la financer. Donc abonnez-vous à ce podcast, notez-le 5 étoiles sur machin, mettez des commentaires pour qu'il soit super référencé et peut-être qu'on pourra faire 3 Dakar. Mais qu'est-ce qu'on Ouais, peut... si vous avez un peu plus, moi je suis preneur de budget. Et ouais, ça coûte des sous. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Ben ouais, d'y arriver, je voudrais retourner au Dakar. Moi, mon dernier but sportif, c'est de réussir en voiture au Dakar. Ok. C'est hyper compliqué, comme je vous ai expliqué hier, c'est violent. Mais voilà, j'y crois encore. J'ai envie de prouver aux gens ce que je suis capable de faire avec un volant. Un petit touquet, ça serait pas mal aussi. Ouais, ça, je suis curieux de voir. Ouais. Un podium, c'est ça que Un podium. que t'aspires, Au touquet. non? Non, c'est Bah, irréaliste. si tu me parles juste d'un podium au touquet, je reste chez moi. Hein. Ah, ok. Bon, bah, c'est dit, du coup, l'année pro. Bon, bah, les amis, c'était vraiment un plaisir de faire ce podcast avec vous. J'espère que nos auditeurs ont également kiffé Grave. cet épisode. Et est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te retrouver? Ah oui. Je sais pas, je crois que t'es Et- pas trop réseau, mais... Non, j'ai une page Instagram, mais je suis pas au fervent comme vous. Et par contre, moi, je vais vous suivre parce que là, la moto volante, ça m'intéresse terriblement. Tu peux même venir
Voir les premiers essais. Ouais. Premiers essais de la vie. Si vous venez rouler au Portugal, en tout cas, nous, on a des motos, des pistes, de la place. Avec grand plaisir. Si tu veux venir rouler, en vrai, il y a. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me suis régalé à parler avec vous. Toujours un plaisir. Plaisir C'était cool. grave partagé. Les amis, c'est la fin du podcast parce que là, il faut qu'on aille mettre les motos au parc fermé pour la course. Allez, Bisous. ciao. Salut. Ciao, à bientôt.